bonjour le chat, bonjour Furax, bonjour tout le monde. On est de retour donc sur le plateau pour une nouvelle table ronde. Donc moi c'est Jane pour les gens qui me connaissent peut-être pas. J'étais là vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture. Après j'ai disparu, mais je suis de retour. Aujourd'hui on va faire une table ronde spéciale puisque c'est une journée un peu dédiée aux jeux vidéo. Donc, on va parler de jeux vidéo, bien sûr, mais plus spécifiquement du fait d'être le visage d'un jeu vidéo. Donc, comment ça se passe quand on est un peu la figure qui incarne, qui représente un peu le jeu vidéo, mais pas que. Et je ne suis pas toute seule pour en parler. On a Kumba qui est avec moi du collectif de l'association féministe contre le cyberharcèlement, que vous connaissez à connaître maintenant, parce que tu étais là plusieurs fois. Oui, Voilà. j'espère. Kumba qui est la représentante aujourd'hui avec nous sur le plateau. Et on a aussi à distance, juste à votre gauche, on a Pauline. Hello Pauline, en direct de je ne sais où d'ailleurs. Tu es où Pauline, dis-nous? Moi, je suis en Dordogne. En Dordogne, voilà, comme le jeu. Voilà, tu sais, on est dans le thème du jeu Il vidéo. est super ce jeu. On est d'accord, on est d'accord. Et on a aussi Marion qui est en direct de l'Angleterre, il me semble bien. Exactement, bonjour. Let's go. Comment ça va tout le monde? Ben, ça va Ça bien, va, on est contente d'être là et de pouvoir parler un petit peu de nos expériences. Merci beaucoup de l'invitation. En tout cas, on a suivi la maximale juste avant. C'était Elles sont incroyables. vraiment chouette. Ouais. Incroyable. Et c'est fou aussi, j'ai regardé ce matin les dons qui ont été récoltés déjà, c'est dingue. Hein. C'est dingue, hein. Honnêtement, La barre des 80 000, c'est ça? On fait fort. Là, on est à un peu plus de 85 000. Est-ce qu'on n'est pas déjà à 86 000? Peut-être que je mets les bœufs avant les charrues, mais dans tous les cas, on a vraiment, vraiment fait fort et c'est vraiment grâce à l'effort collectif de tout le monde et ça va pas s'arrêter maintenant. On va continuer, s'il vous plaît, de donner dans le chat. C'est important parce que la cause dont on parle et qu'on aborde en fait est ultra importante et finalement concerne tout le monde. Donc si à notre petite échelle, on peut faire des choses chacun à son tour, eh bien s'il vous plaît, il ne faut pas hésiter. Alors, je vais vous présenter un petit peu pour que les gens sachent quand même à qui on a affaire ici et c'est pas n'importe qui, hein. Attention, ici c'est Furax. Donc, on va commencer par toi, Pauline. Tu es chef de projet e-sport, consultante dans le marketing jeux vidéo inclusif et tu es aussi conférencière e-sport spécialisée dans la mixité et de la diversité. Je sais aussi que tu interviens sur des projets de Women in Games notamment. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience et de ce que tu fais en fait de manière générale, surtout côté jeux vidéo? Côté jeux vidéo, je pense comme tout le monde qui travaille dans l'industrie, je suis avant tout une passionnée, une joueuse. Et puis, j'en ai fait mon métier, ça fait maintenant, je commence ma 6e année là. Et donc chef de projet e-sport, en fait, c'est tout ce qui concerne les tournois de jeux vidéo. Donc il y a différents éditeurs qui sortent des jeux. Alors on connaît les plus grands League of Legends, Valorant, Rainbow Six. Il y a plein de jeux comme ça où les joueurs se rencontrent en distanciel ou en physique. Et donc il faut des gens pour organiser ces tournois-là. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, en tout cas, que j'ai exercé le plus grand de mon activité les 3 premières années. Et puis, effectivement, comme tu le disais, je me suis aussi engagée chez Women in Games, qui m'a permis de développer pas mal de compétences, en tout cas sur la diversité et l'inclusion, parce que on est tous de fait un petit peu inclusives et un petit peu engagées parce qu'on est minoritaire dans notre secteur, donc par la force des choses, on le devient. Mais ça m'a permis aussi de découvrir d'autres combats à travers Afro Gamers ou Gamer ou ainsi de suite. On a beaucoup d'associations sœurs comme ça où on se rencontre. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de marches à franchir. Et avec Women in Games, on essaye de faire au mieux, en tout cas du côté de l'e-sport. Moi, je suis partie du pôle e-sport. Et on essaye de faire au mieux pour faire avancer les choses, au moins ouvrir la voie aux joueuses pour pas qu'elles aient à vivre ce que moi ou d'autres personnes on a vécu dans l'e-sport. Parce qu'en ce moment, c'est encore très hostile pour les femmes, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, on est encore obligés, nous les anciennes, d'ouvrir la voie. On est totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs toujours aussi pour ça que le type d'événement qu'est Furax existe en fait. C'est aussi dans ce sens-là.
Passons maintenant à Marion, ma chère Marion. Comment est-ce que tu vas? Marion, tu es Global Community and Social Media Manager chez Plaion, anciennement chez Ubisoft. Tu as travaillé, il me semble, par exemple, sur les jeux comme Rainbow Six. Tu nous en parleras sûrement. Exactement. Et tu gères aussi la communauté Project AWR, donc Asian Women Representation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes tes activités? Oui, complètement. Alors, ça fait quasiment 6 ans que j'ai commencé à travailler dans le community management. J'ai découvert effectivement, grâce à l'industrie du jeu vidéo, tout ce qui était féminisme et surtout l'intersectionnalité, qui a été une découverte, alors non seulement majeure, mais aussi très complexe, parce que je pense qu'on sait toutes et tous que il y a des branches un peu dans tous les sens, et que effectivement on touche à un sujet, ça touche à différents autres sujets, ça remue plein de choses. Euh, Ce qui est en partie ce qui m'a mené à créer Project AWR, parce que justement j'ai trouvé des assos qui m'intéressaient beaucoup, et notamment Women in Games et Afro Gamers. Et j'ai voulu faire quelque chose pour les personnes asiatiques, majoritairement les femmes et personnes non binaires de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que c'est des sujets qu'on aborde beaucoup dans le jeu vidéo, c'est la représentation. Jusqu'où va la représentation, à quel moment c'est une représentation qui est là juste pour faire du virtue signaling, etc. Ouais. Voilà, donc c'est des sujets un peu complexes, et effectivement le fait d'être community manager, parfois on est un peu sur le devant de la scène, mais ça fait aussi que je pense qu'on a beaucoup à raconter là-dessus. On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, allez suivre, s'il vous plaît, Project AWR. Toi, tu dis AWR, je ne sais pas pourquoi je le francise à chaque fois. Ah oui, mais parce que j'ai l'habitude de le faire en anglais, mais c'est pas Ouais. très grave. Bon, en tout cas, allez suivre Project AWR, s'il vous plaît, sur les réseaux, avec Marion qui est derrière, mais aussi le collectif. Et puis, je sais que vous avez aussi un Discord où vous entraidez. Vous recherchez aussi des personnes francophones, parce qu'il y a une partie anglophone qui s'est développée, mais la francophonie, elle est la bienvenue, si je ne me trompe pas. Exactement. On cherche à développer le côté francophone, et surtout parce qu'on aimerait beaucoup avoir des gens présents lors des événements Mhm. qui En pourraient France. partager leurs expériences. Exactement, ouais. En France, et puis en ligne aussi pour le côté francophone. Et parce que je pense que c'est important aussi que d'autres personnes donnent leur point de vue que juste moi. Donc on va essayer de développer ça cette année. Let's go. Bon courage pour tout ça. Et puis, il y a Titi qui nous demande si la représentation asiatique, ça comprend les Sud-Asiatiques. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tous les Asiatiques qui sont compris dans cette Oui, description. c'est pas juste l'Asie de l'Est, et non. Oui, on est C'est bien vraiment d'accord. toute l'Asie, donc oui, bien sûr. Et le serveur est accessible sur demande, on n'a pas de lien public. Par contre, il est aussi accessible aux alliés, donc pas besoin d'être asiatique. Ouvert aux alliés. Vous avez compris. Exactement. Ok, merci Marion. On a également donc Kumba que j'ai présenté tout à l'heure. Tu es cofondatrice donc du collectif féministe contre le cyberharcèlement, pour qui on récolte des fonds aujourd'hui. N'oubliez pas de bourrer les dons. Tu es aussi étudiante en psychologie, et je pense que ça va être vraiment un point important sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et tu es également donc travailleuse sociale. Oui. Exactement. Je suis cofondatrice du collectif depuis maintenant 6-7 ans. Et à côté de ça, je fais des études en psychologie et du coup, je m'intéresse à l'impact psychologique des cyberviolences. Et je suis également travailleuse sociale dans des foyers de l'enfance. Voilà. Okay. Let's go. Aujourd'hui, on parle quand même pas mal de l'industrie du jeu vidéo, du fait de ce que ça donne en fait de travailler dedans, et surtout quand on incarne un peu le jeu à travers son métier, ou pas d'ailleurs, pas forcément à travers son métier, mais en tout cas lorsqu'on l'incarne d'une manière ou d'une autre. Est-ce que déjà toi, tu es un peu familière avec le monde du jeu vidéo? Est-ce que tu joues? Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse aussi dans le cadre de féminisme versus contre le cyberharcèlement, et dans le cadre de tes études? Moi, honnêtement, non. J'ai vraiment pas d'expérience avec les jeux vidéo. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, mais j'étais toujours un peu intimidée. Mais dans le cadre du collectif, bien sûr, on s'intéresse aux jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de cyberviolence sur les plateformes de réseaux sociaux qui sont dédiées aux jeux vidéo.
et parce que ça fait partie du numérique. Et tout ce qui fait partie du numérique nous intéresse. Et dans le cadre aussi de mes études en psychologie, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que de plus en plus, il y a des médiations thérapeutiques avec les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo peuvent être inclus dans les thérapies. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout que pendant longtemps, les jeux vidéo, ils ont été diabolisés. Et là, au contraire, on peut voir qu'il y a certains bénéfices et qui peuvent être utilisés à bon escient. Ouais, c'est hyper intéressant. On va pouvoir revenir dessus. J'ai oublié moi-même de me présenter. La raison pour laquelle je voulais aussi participer à cette table ronde, c'est que tout simplement, j'ai été aussi community manager, social media manager dans le jeu vidéo chez Ubisoft notamment. Je suis aussi donc fondatrice de l'association Afro-Gameuse qui a donc apporté ce magnifique néon, s'il vous plaît, qu'on n'a pas assez encensé, je crois, tout au long de Furax. Merci de le faire dès maintenant. Et en fait, en tant que porte-parole et représentante aussi d'Afro-Gameuse, je pense que je peux essayer aussi d'apporter une vision de ce que ça donne d'être justement porte-parole de ce type de sujet, surtout quand on porte, et pareil pour toi aussi Marion, surtout quand on porte des sujets comme ça où on n'a pas trop le choix en fait, on incarne un peu ces sujets-là. Ayant également été victime de cyberharcèlement. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs témoignages là qui vont pouvoir se regrouper. Moi, je voudrais commencer déjà par parler donc, de ce que c'est que être le visage d'un jeu. Je sais qu'il y a Sarah également, CM, dans le community management. Si jamais tu as des trucs, n'hésite pas à nous dire. Si tu as des choses à nous dire, elle est en régie, elle crie « Hey !» La question que je veux vous poser d'abord en tout premier lieu, c'est ça, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que d'être le visage d'un jeu pour vous? Comment est-ce qu'on le devient d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut commencer par toi, Marion, là-dessus? Oui, complètement. Alors, je pense que ça dépend vraiment des boîtes. Encore une fois, moi, j'ai travaillé principalement dans deux grosses boîtes, donc je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres boîtes. Je sais qu'en fait, déjà, il y a certaines boîtes qui souhaitent que leur communication à travers les réseaux sociaux reste un peu impersonnelle et un peu corporate, tandis que d'autres, disons que ça ne les dérange pas si la personnalité du ou des community managers transparaît dans la façon d'écrire, dans la façon d'interagir, etc. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Quelque chose qui, je pense, peut faire fonctionner le raisonnement en sens inverse, c'est si le ou la community manager a déjà une forte personnalité qui est établie sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Victoria Tran de Among Us qui a une très forte présence sur les réseaux sociaux, et je pense que si elle travaille pour une marque, c'est elle qui va donner son identité à la marque plutôt que l'inverse. Mais voilà, je pense que vraiment ça dépend des boîtes. Donc sur certaines marques pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai pu faire un peu transparaître ma personnalité, j'ai pu parler entre guillemets avec ma propre voix, même si on garde en tête qu'on représente une marque et une entreprise. Pour d'autres, c'est vraiment complètement impersonnel, et je pense que personne ne saurait qui se trouve derrière le compte. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, il y a évidemment les rôles des community managers. Au-delà de ça, il y a aussi les voice actors et les personnes qui font le doublage de jeux vidéo. Il y a des personnes, par exemple, les producteurs qui vont typiquement se lancer sur LinkedIn ou sur Twitter pour balancer des infos sur les jeux et aussi utiliser en fait leur place pour incarner aussi d'une certaine manière tout ça. Pour toi, Pauline, c'est justement, par exemple, en organisant des tournois officiels pour les éditeurs, qu'on devient l'interlocuteur principal avec les joueurs et les joueuses. Ouais, en fait, moi, ça m'est un peu tombé dessus. J'avoue que j'avais choisi ce métier-là parce qu'on était censé être dans l'ombre. Quand on est League Operator, on est un peu le chef d'orchestre, tu vois, de l'organisation du tournoi. Et j'avais pas du tout perçu avant de commencer que, alors c'est sur le jeu aussi, un jeu Ubisoft dont on a parlé tout à l'heure qui était Rainbow Six. J'avais pas du tout capté que indirectement, comme il y avait très peu de contact, tu vois, avec l'éditeur, j'étais devenue malgré moi l'interlocutrice principale de la communauté et des
quand ils avaient besoin de parler à un humain au lieu de parler par le support, comme ils avaient la sensation, tu vois, de parler à un robot par le support, ils se sont dit: «Tiens, on va s'adresser à elle puisqu'on l'a identifiée». Dans la communauté française, on sait qui elle est puisque j'étais avant coach, tu vois, sur une équipe, e-sport sur le jeu, donc j'ai été facilement identifiable et donc malgré moi, d'habitude un league operator, on connaît son pseudo sans trop connaître la personne. Là, ils connaissaient tous mes réseaux, dès qu'ils ont su que c'était moi qui ai récupéré les tournois, ils ont pu m'identifier assez facilement et je me suis retrouvée malgré moi pendant 1 an et demi, l'interlocutrice principale de la communauté française, Ça, sur c'était Rainbow sur Six quel Siege. jeu, si tu veux bien nous le dire, sinon c'est pas très Ah ouais, grave, hein. sur Rainbow Six Siege, Sur Rainbow Six Siege, ok. un jeu Ubisoft, ouais. Voilà, on te laissera discuter avec Marion juste après, peut-être. Ouais. On va avoir des choses à se dire. Ouais, c'est Je clair, c'est pense. sûr. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir justement à vos places, est-ce que vous avez subi, vous, le cyberharcèlement parce que vous étiez, vous incarniez justement ces visages, ou en tout cas, vous représentiez d'une certaine manière parce que vous portiez la parole du jeu en question ou de l'événement en question. Est-ce que c'est des choses que vous avez subies à titre personnel? Alors moi, de mon Euh, côté, oui, mais je vais laisser peut-être Marion, Non, non, vas-y, Pauline, vas-y. Pas de souci. Oui, moi, en fait, de mon côté, alors faut savoir que la communauté Rainbow Six, on peut peut-être un peu en parler sans la stigmatiser, mais elle n'est pas très inclusive. On n'est pas nombreuses, Ah bon? T'es en femmes sûr? joueuses. Je te jure, il y a très peu d'inclusion, de genre, mais aussi, d'origine. C'est une communauté où, il y a majoritairement des hommes blancs, cis, voilà. Et ça, je l'avais pas trop perçu avant d'avoir ce poste-là, que juste en étant une femme et en débarquant et en étant, justement l'interlocutrice principale, sachant que j'étais en binôme avec, on était 2, il y avait mon collègue, et moi-même. Mais lui, bizarrement, il a pas subi de cyberharcèlement. Moi, ça a été extrêmement loin. Ubisoft recevait régulièrement, des mails pour expliquer à quel point j'étais incompétente à ce poste, en sortant, tu vois, des histoires complètement fake, en fait. Ils ont créé des Discord pour organiser le cyberharcèlement. Quand j'ouvrais mon Instagram, mon Twitter, mon Discord, en fait, toutes les plateformes de communication, j'avais des messages de haine. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu de femme à ce poste-là. Donc, je pense que ça a été un des premiers trucs qu'on m'a renvoyé dans la tête, tu vois, où on m'a dit: «Mais comment ça, une femme peut s'occuper de ça?» Tu C'est-à-dire qu'on peux m'a juste nous renvoyé à mon rappeler genre, tu vois? le rôle en question, en quoi il consistait? Donc moi, j'étais League Operator, ça correspond au chef de projet, si on veut l'affilier à d'autres, métiers plus connus. En fait, le League Operator, il s'occupe de tout ce qui est production, relations avec les joueurs des tournois, avec les sponsors, avec les structures, avec l'éditeur. Nous, en fait, on est en charge de mettre en place tout ce qui est l'administration tournoi, les arbres du tournoi, la production et la diffusion du tournoi. Donc on a beaucoup de monde, à chapeauter. Mais sauf qu'en fait, à la base, et ça je le savais pas, il y avait jamais eu de femme à ce poste-là, sur ce jeu-là. Et donc ça a créé, tu vois, c'est-à-dire qu'avant même de me connaître, ils m'ont rejetée assez rapidement, quoi. Ouais, d'accord. Et C'est même les assez week-ends dingue. où je ne travaillais pas et où c'était mon collègue, tu vois, qui était là, parce que comme on était en binôme, on avait des week-ends où c'était lui qui bossait et moi qui bossais pour qu'on ait une vie un peu sociale. On s'était organisé comme ça. Même quand j'étais pas là, je me prenais les foudres sur les réseaux sociaux, sur les mails. Et En donc, fait, j'étais la ça veut cible dire facile, que quoi. sur les réseaux et compagnie, physiquement, tu étais exposée, c'est-à-dire qu'on voyait ton image, ou est-ce que c'était plus, tu étais un intermédiaire, c'est-à-dire que tu agissais directement avec les gens, comment est-ce que ça se passait concrètement? En fait, Ubisoft, pour ce poste-là, ils prennent des freelances. Donc, je n'étais pas employée d'Ubisoft, j'étais en freelance. En tant que freelance, on est obligé de communiquer pour avoir plus de contrats sur ce qu'on est en train de faire. On dit: «Ah tiens, voilà, on m'a offert l'opportunité de m'occuper de telle ligue» et ainsi de suite, pour avoir plus de clients et savoir mettre en avant nos compétences. Et donc, effectivement, comme sur mes réseaux LinkedIn ou Twitter, j'avais eu le malheur de faire 2 posts, hein, c'est-à-dire que je faisais pas, tu vois, une over communication. J'avais fait 2 posts, ils m'ont très vite identifiée. Mais en fait, comme tu es freelance, tu as pas la protection, tu sais, de l'employeur qu'on C'est peut ça. avoir. Et en fait, je me suis retrouvée face à une vague de haine ingérable. Et quand j'en ai parlé à mon employeur de l'époque, du coup, ils ont minimisé très vite la chose, tu vois, en disant: «Oh, mais c'est Internet, c'est rien». Sauf qu'en fait, cette haine-là, elle s'est propagée en l'espace de 6 mois. En tout, j'ai bossé 1 an et demi avec eux.
Les 6 derniers mois, ça a été un calvaire, vraiment. Je l'ai subi, c'était assez compliqué et ça s'est terminé sur une Paris Games Week où en fait, en sortie de Cern, je me suis fait agresser parce que la haine a traversé l'écran et des joueurs qui avaient été bannis par le jeu. C'est-à-dire que je ne suis pas Ubisoft, tu vois. Si tu es banni dans le jeu parce que tu as triché, c'est pas moi qui te banne. Moi, je fais le tournoi, tu vois. Mais ils avaient été bannis et en fait, ils m'ont prise à partie. Et encore une fois, c'est même pas Ubisoft, tu vois, qui m'a sorti de cette situation. C'est mon équipe qui débauchait avec moi parce qu'on venait de finir de produire la scène, tu vois, qui a dû me sortir de là avec la sécu de la Paris Games Week. Enfin, c'était n'importe quoi. On n'a pas compris. On n'a pas compris que. Alors moi, je l'avais identifié en risk management. J'avais dit que je trouvais qu'il y avait une haine exacerbée à mon encontre. Même si eux, ils me disaient c'est pas justifié. D'accord, c'est pas justifié, mais en attendant, je la ressens. Qu'est-ce qu'on fait aussi Je peux pas derrière? travailler. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Ils n'avaient pas mis de sécurité particulière parce qu'en fait, ils ont estimé que c'était juste de la haine sur Internet et que personne n'avait jamais rien fait. Tu sais, comme si on découvrait le cyberharcèlement et qu'il restait derrière un écran. Au final, quand ça a transpercé l'écran, la seule chose qu'on m'a dit, c'est « Oh, quand même, ils sont forts, hein. » On n'aurait pas cru, quoi. Mais aucun soutien moral, rien. Et même pas un mois et demi après, je pense que ça a dû faire le tour des bureaux en se disant comment on fait avec notre freelance là qui s'est fait agresser, ça a passé un step où on ne sait pas quoi faire. Et donc on m'a dit écoute Pauline, pour ta sécurité, on va mettre un homme à ta place. On est désolé, on arrête de travailler avec toi parce que bah là c'est plus possible en fait. On ne sait pas comment te protéger. Tu fais pas partie d'Ubisoft à proprement parler. Tu travailles pour nous, mais on peut pas mettre les protections que nous on a en interne pour toi. Et donc, du coup, on va mettre un homme à ta place pour apaiser les tensions avec la communauté. Et je me suis dit, d'accord. Et donc, en fait, moi, on s'en fout, quoi. C'est absolument horrible et Ouais. vraiment édifiant de se dire que C'est plutôt terrifiant. que justement de te protéger, de te défendre, en tout cas de mettre des mesures en place, ils ont préféré te remplacer carrément. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle un peu le comportement des streamers. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas des streameuses? Parce que on se dit qu'elles vont se faire harceler. Enfin, en tout cas, ça, c'est des témoignages qui sont déjà venus. Ouais. Donc, je suis juste désolée, honnêtement, d'apprendre que ça t'est arrivé. Pauline, toi, est-ce que c'est des choses que vous avez observées, Kumba, avec Féministes contre le cyberharcèlement, le passage de l'online au présentiel, en fait, que la violence dépasse donc tout ce qui se passe en ligne pour arriver dans la vraie vie? Oui, c'est vraiment quelque chose de systématique parce que déjà les violences qui se passent en ligne, c'est la continuité des violences qui se passent dans la vraie vie. Donc les cyberviolences qui peuvent commencer en ligne vont toujours avoir un impact dans la vraie vie parce que même si Pauline n'aurait pas été agressée physiquement, le fait de recevoir de la violence en ligne, ça a un impact sur ton psychisme, ça a un impact psychologique. Ouais. Donc ça a déjà un impact dans la vraie vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec l'agression? C'est ça s'est créé en fait pendant des mois et des mois. Tes employeurs ont décidé de minimiser et c'est quelque chose qui arrive souvent parce que les violences en ligne, c'est juste une forme, c'est juste des violences où on utilise l'outil numérique. Mais si si ton boulot qui était en ligne devient un boulot en présentiel, les violences elles vont continuer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, le problème, c'est que comme il n'y avait pas de sanctions, tu vois, aux personnes qui avaient ce genre de comportement, ils n'ont pas été sanctionnés. Du coup, ça a normalisé le fait qu'on pouvait m'insulter, qu'on pouvait dénigrer mes compétences, mon travail, et ainsi de suite. C'était normal. Et il y a des joueurs avec qui on n'avait jamais eu de problème, qui avaient ce genre de comportement en ligne, tu vois, vis-à-vis de moi. Parce qu'en fait, c'était devenu c'était une porte ouverte, la norme, en fait, tu vois, de parler de moi comme ça. Et c'était limite marrant, tu vois. Et mon employeur, lui, trouvait ça, ouais, c'est comme dans les cours d'école, quoi. Il bouscule un peu. Non, mais c'est pas bousculer, en fait. J'ai 34 ans. Avant ça, je travaillais à la réserve sanitaire. J'ai travaillé sur des attentats et sur les catastrophes naturelles. Enfin, voilà, j'ai une formation, moi, propre avant d'être dans le jeu vidéo qui est quand même face à des choses où on m'a appris à tanker les émotions et tout. Je me suis retrouvée effectivement en larmes en plein milieu d'un meeting juste parce qu'on m'a dit Pauline, ça va aujourd'hui? La simple question de Pauline, ça va aujourd'hui? Bah non, ça va pas. Ça fait des mois que ça dure, quoi. Des mois que je ne peux pas respirer et qu'à chaque fois que je sors ou que j'ouvre un réseau social ou une boîte mail ou quelque chose, en fait, j'ai de la haine. Et ça a duré 6 mois, c'est très long. Hein. Quand 6 mois, vous vous réveillez tous les matins, que vous allumez votre outil de travail et que vous avez de la haine à lire et que vous devez trier cette haine pour accéder aux bonnes informations qui vous permettent de travailler, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte. Vas-y, je te laisse continuer, Marion. Pardon, non, j'allais juste te dire, c'est triste que le cyberharcèlement
ne soit pas pris autant au sérieux que le harcèlement qui n'est pas cyber, le harcèlement dans la vraie vie. Parce qu'au final, ça se rejoint et c'est vrai que voir que même maintenant, en 2024, quand ça fait quand même un bon moment que les réseaux sociaux existent, etc., euh, c'est vrai que c'est dommage que les choses n'avancent pas un peu plus vite. Ouais. Ouais. Toi, tu m'avais dit, il me semble, Marion, que tu n'avais pas proprement vécu, proprement parlé, du moins vécu ce cyberharcèlement-là en tant que CM dans le jeu vidéo, mais que tu as des témoignages justement de proches, de collègues qui, eux, l'ont vécu. Ils t'ont dit quoi concrètement? Oui, bah, concrètement, des attaques parfois misogynes ou racistes, etc. Je pense que là où j'avais de la chance, entre guillemets, c'est que souvent on était des équipes de community managers, on n'était pas juste une seule personne. Vous n'étiez pas en Donc, freelance déjà, on n'était pas ce en qui peut freelance. changer des choses. Et ouais, je pense que oui. Et je pense que le fait qu'on soit pas qu'une seule personne derrière le compte, ça floute un peu les lignes aussi, ce qui fait que les gens peuvent pas vraiment nous cibler parce que rien ne leur indique que c'est telle ou telle personne qui a posté, ce genre de choses. Donc c'est plus difficile de cibler les attaques, je pense. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a eu quand même des montées de toxicité à certains moments. Il y a eu des choses assez graves qui se sont passées. Et comme on le disait tout à l'heure, le moment où la violence cesse d'être en ligne et qu'elle se transpose dans la vie réelle, je crois que c'était en 2020, quand j'étais encore à Ubisoft, il y avait eu Ubisoft Montréal qui avait été squatté, par exemple. Je sais qu'on avait déjà reçu des menaces de mort en ligne, des menaces d'attaque à la bombe au siège d'Ubisoft, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment, vraiment aller loin. Et comme on le disait, malheureusement, c'est difficile de faire sanctionner ça, que ce soit par les plateformes de réseaux sociaux directement, par les boîtes, etc. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une évolution là-dessus. Bah, clairement, et je pense qu'il y a vraiment une forme de toxicité qui est vraiment banalisée de manière générale dans le jeu vidéo, qui est propre Complètement. au jeu vidéo. Enfin, on a déjà tellement parlé du Gamergate, de ce qui s'est passé à l'époque, du harcèlement des femmes qui travaillaient dans le milieu et qui a pris des ampleurs colossales puisque c'est allé de nouveau donc au-delà de l'online pour se manifester aussi dans la vraie vie. Là, en ce moment, il se passe un truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans le jeu vidéo, où il y a une entreprise américaine qui s'appelle Sweet Baby Inc. qui a commencé à être harcelée, en fait, à se faire call-out sur les réseaux sociaux. Ses employés ont commencé à être harcelés en ligne aussi. Pourquoi? Parce que certains gamers ont décidé que cette entreprise travaillait en fait pour rendre les jeux plus woke. Donc globalement, ils promeuvent la diversité en fait des jeux vidéo. Et en fait, il y a tout ce mouvement-là, il s'est basé sur une grosse erreur qui est celle que l'entreprise fait de la wokerie son activité, alors que non, c'est des narrative designers, c'est-à-dire qu'ils interviennent pour travailler sur les scénarios d'un jeu, sur la narration d'un jeu, et pas du tout pour les rendre plus divers. Après, ça peut faire partie de certains plans de la narration, mais c'est à tel point que il y a un groupe de curation sur Steam qui a été créé, qui s'appelle Sweet Baby Inc. Detected, qui fait que il rassemble en fait tous les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. a travaillé et disent aux gens boycottez ces jeux-là parce que ces jeux-là sont woke et que cette entreprise s'est donnée pour mission de rendre nos jeux woke. Et nous, on ne veut pas de ça, on ne veut plus de politique dans nos jeux, des choses comme ça. Donc il y a une vraie organisation en fait aussi de la part de ces personnes toxiques pour cyberharceler, pour nuire en fait aussi au jeu, pour nuire aux créateurs. Et donc ils foutent une réputation de merde en fait à cette entreprise qui à la base fait juste son travail de narrative designer. Donc c'est vraiment basé sur le mensonge. Et je sais que tu avais un autre exemple aussi là-dessus, Marion, avec c'est Grums, le compte Twitter. Oui, oui, oui. Alors attendez, je reprends mes notes. Alors si je me trompe pas, voilà, c'est Mark Kern qui est CEO et designer, qui ces derniers jours a dénoncé beaucoup de community managers qui sont jugés trop woke, LGBTQ friendly ou qui font du virtue signaling. Ça s'est transformé vraiment en espèce de chasse aux sorcières. Je sais que une collègue d'Ubisoft a été dénoncée par ce truc-là et elle a dû justement passer son compte en privé. Et en fait, c'est tout un truc où
ça rejoint un peu la Gamergate, c'est un peu ce truc de il faut arrêter d'être woke, il faut arrêter tout ça. Les community managers devraient rester neutres et ne pas promouvoir la diversité, etc., parce que ça a rien à faire dans les jeux, tout ça. Et c'est un truc qui a pris de l'ampleur ces 2 derniers jours. Je le surveille du coin de l'œil et c'est un peu compliqué parce que effectivement, en étant sur les réseaux sociaux tout le temps, j'ai un peu envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps, j'ai pas tellement envie de nager dans la toxicité. Clairement. Mais ouais, je crois que ça fait 2 jours, il y a eu des vidéos YouTube aussi qui sont sorties. Mhm. C'est un peu compliqué. Et puis quand on voit les réactions des gens, c'est toujours pareil, hein. C'est soit vraiment le côté Gamergate et très de toute façon maintenant tout le monde doit être une personne de couleur, tout le monde doit faire partie du comment on appelle ça, le spectre LGBT. Ouais. Ou alors les gens qui disent mais attendez, enfin, c'est normal, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'aller cibler les gens, d'aller harceler des gens, et puis surtout, et ça c'est mon avis, à quoi ça sert d'aller harceler des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision, parce qu'au final les CM c'est pas eux C'est qui ça. vont décider ce qu'on met en avant dans les jeux, c'est pas eux qui vont faire le marketing, c'est pas eux tout ça. Mais au Donc final, voilà, donc c'est quelque chose à c'est surveiller. c'est quand même une place dangereuse en fait. C'est-à-dire que moi, si demain je veux travailler dans le jeu vidéo, c'est déjà le cas, je le fais à ma manière, disons, mais si je suis voilà, une personne lambda qui veut bosser dans le jeu vidéo et qui me dit, bah tiens, oui, j'ai envie d'être CM ou j'ai envie... parce que le rôle de CM, ou plutôt de peut-être spécifiquement de les créateuristes de contenu, par exemple, c'est des personnes qui vont beaucoup devoir faire des vidéos, qui vont devoir se mettre en avant physiquement. Et moi, je sais qu'avant de bosser en tant que CM dans le jeu vidéo, je me suis posé la question de est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je vais être exposée en fait? Est-ce que je veux qu'on voit mon visage et qu'on puisse m'identifier? Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense aussi. Avant, par exemple, même de se lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur Twitch et compagnie, mais aussi quand on veut travailler dans le jeu vidéo. Et on avait abordé la question déjà, Marion, en 2022, quand on a fait Gaming Queens sur la chaîne Afro Gameuse. Et on se disait, bah, est-ce que d'une certaine manière aussi, on ne s'auto-censure pas en fait pour justement ne pas se faire harceler? Est-ce que ça, c'est des choses que vous constatez avec Féministes contre le cyberharcèlement, des personnes qui se censurent pour se protéger? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent parce que Internet, ça reste un espace de parole. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité dans la vraie vie de s'exprimer, en tout cas s'exprimer sans conséquence. Et Internet, ça a été pendant longtemps un endroit où on pouvait le faire. On pouvait le faire anonymement, ou on pouvait le faire en dévoilant son identité. Et du coup, avec toutes ces vagues d'harcèlement, on sait que ces vagues d'harcèlement, elles servent à silencer. Elles ne sont pas là pour rien. C'est dès qu'une personne va s'exposer, va juste exister dans l'espace numérique, va s'exprimer. Pendant longtemps, il y avait beaucoup d'afroféministes ou d'autres féministes qui se faisaient harceler sur les réseaux sociaux dès qu'elles osaient dire quelque chose qui était un tant soit peu politique. Et donc, on peut vraiment dire que ces vagues d'harcèlement servent à silencer, et que ne pas parler peut diminuer cet harcèlement. Mais après, c'est comme pour tout, c'est un choix à faire, et on ne devrait pas s'empêcher de vivre pour ne pas subir de Ces l'harcèlement. violences-là, ouais. Oui. Oui, bah ça, on peut en parler hein, de l'afroféminisme et du harcèlement que du côté d'Afro-Gameuse, on subit aussi. Hein, finalement, Exactement. depuis le début, on s'appelle Afro-Gameuse, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas être plus clair. Donc, a priori, les gens comprennent le message et nous parlent de « Ah bah tiens, moi, je vais créer White House Gamers dans ce cas-là. » Oh là T'as envie de là. lui répondre « Mais frère, c'est déjà le cas, en fait. Vous êtes déjà en majorité dans C'est ça. l'industrie. Pourquoi vous venez nous embêter ?» Voilà, j'ai décidé d'être polie aujourd'hui. Mais justement, je voulais quand même revenir sur le jeu vidéo spécifiquement. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui incarnent le jeu vidéo, qui sont vraiment le visage d'un jeu moi, je pense à l'actrice, comment est-ce que ça s'appelle la voix de Laura Bailey. C'est voilà, Laura Bailey dans The Last of Us 2, qui a fait la voix de Abby, qui s'est quand même pris une grosse vague de harcèlement qui a duré pendant vraiment des mois et des mois. Encore aujourd'hui, je pense que c'est un personnage qui est détesté en fait par pas mal de monde à cause de son rôle dans le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de personnes comme ça qui incarnent des visages de jeux vidéo que vous connaissez et qui vous parlent? Toi, Pauline, est-ce que ça te dit quelque chose?
Bah, moi, j'avais pensé à Dina, tu sais, dans Just Dance, où si tu mets une Dina sur n'importe quel autre jeu, ça reste la meuf qui fait Just Dance. Ouais, ouais, c'est vrai. Complètement. Alors, c'est très valorisant pour elle, hein, c'est notre championne olympique sur la discipline. Elle a représenté la France, donc on peut la féliciter. Mais effectivement, tu peux la mettre sur n'importe quel autre jeu, ça restera Dina de Just Dance. Je sais qu'elle avait eu au tout début des vagues de haine parce que elle était maman, que une maman qui danse sur internet dans des tenues alors qu'elle avait, enfin il y avait rien d'hyper sexualisé, hein, c'était les tenues de Just Dance. Elle était ultra fun en plus dans son contenu. Enfin moi j'adorais la suivre et je me souviens des messages qu'elle se prenait au début. Elle dansait quoi. Enfin, je veux dire, elle Ouais. a révolutionné elle a embêté la vie de personne. Elle n'a pas révolutionné le milieu. Le jeu s'appelle Just Dance. Le principe c'est de danser devant sa caméra. Elle partage le plaisir de faire ça. Justement aussi le fait de dire le jeu vidéo à l'époque, parce qu'elle a commencé, mon Dieu, ça n'en rajeunit pas, mais il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, oui, effectivement, avoir une maman qui joue aux jeux vidéo, c'était nouveau, pour en tout cas dans l'espace de Twitch et de YouTube. Ouais. Et oui, ça existait. Et en fait, je me souviens qu'elle se faisait tacler juste parce qu'elle était maman et qu'elle dansait sur Just Dance alors qu'il n'y a rien de... Enfin, On peut à l'heure pas actuelle, vivre je sa comprends. vie C'était de la haine tranquille, hein, c'est gratuite, dingue. tu vois. Ouais, On ne peut gratuit. pas vivre. Mais Dina, qu'on salue hein, d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi à titre personnel. Bon courage parce que ce n'est clairement pas simple. Toi, tu en connais aussi des exemples, Marion? Oui, moi c'était plutôt community management où effectivement je pensais à Victoria Tran pour Ouais, bien Among sûr. Us. Qui fait toute Jared, la com Among Us. Hein, il faut rappeler pour ouais, les personnes exactement. qui suivent un peu sur les réseaux le jeu Among Us. C'est vrai que j'ai l'impression que de manière générale, quand elle laisse sur un jeu en particulier, elle apporte vraiment son identité Mhm. au message. Ouais, exactement. Et puis je sais qu'elle a travaillé aussi avec l'équipe de Unpacking. Ouais. Elle fait aussi je crois que c'est le Wholesome Direct, quelque chose comme ça pour les jeux indés. Non, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Je suis beaucoup ses newsletters aussi. Et je trouve qu'elle a une personnalité et un humour qui fonctionnerait pas avec tout le monde, avec toutes les marques, etc. Mais elle a vraiment trouvé, elle a été au bon endroit au bon moment avec la bonne personnalité entre guillemets. Euh, je sais que moi, par exemple, dans le community management, parfois on m'a dit on veut que tu fasses du Victoria Tran, et je leur ai dit alors les gars, j'adorerais être Victoria Tran. J'ai pas du tout le même humour, ça marcherait pas avec moi, ce serait cringe vraiment à un niveau inimaginable. Mais c'est pas parce que ça fonctionne avec elle que voilà que ça va fonctionner sur tous les jeux avec n'importe quel CM. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Jared Tan pour Cult of the Lamb. Oui. Après, ça va être plus des voice actors, principalement ceux d'Assassin's Creed parce que je suis très Assassin's Creed. Je vais pas les nommer, il y en a trop, mais vraiment tous. Je pense qu'il y a des voix. Je me souviens, c'était Victoria Atkin que j'adorais pour Syndicate, où elle jouait Evie, et je reconnaissais tellement sa voix qu'elle elle avait partagé des vidéos. Je me souviens de elle qui chantait à son bébé, et je m'étais bookmark les tweets. Comme la bonne boomeuse que je suis, qui fait Oui, bookmark. bien sûr. Mais juste pour pouvoir y revenir et les réécouter parce que j'adorais ça. Donc voilà. Et Non, ça mais peut être des musiciens aussi parfois, ou des orchestres. Ah oui, c'est vrai, complètement, complètement. Moi, j'ai aussi en tête, pareil, pour Assassin's Creed, Adewale, qui Ah était ouais. joué, en tout cas doublé par Aboubacar Salim, que j'aime beaucoup, et qui va bientôt sortir un jeu le 23 avril qui s'appelle Tales of Kenzera Zao. S'il vous plaît, allez jouer à ça, achetez le jeu, ou en tout cas essayez d'y jouer, testez-le, la démo est out. Voilà, juste profitez, c'était mon message perso. Et en dehors de Accessoirement, il ça, a fait Bayek aussi quand même. qui a fait Bayek, voilà, pardon, j'ai dit Quand Adewale, même. non, c'est de Bayek dont je parlais. Oui. Merci, j'étais en train de Ah, je croyais chercher qu'il avait ça. fait les deux. J'étais pas sûre pour Adewale, c'est pour ça. C'est Mais vrai Eh Bayek, ben, c'est écoute, sûr. dans tous les cas, il a fait Bayek, ça c'est certain. Mais oui, j'aime beaucoup en fait sa voix, et c'est vrai que ça m'a marqué. Et un autre exemple qui me vient en tête également, l'actrice qui a joué, dommage, j'ai pas du tout son nom en tête, qui a joué et qui a doublé la fille de Thanos, dans God of War. Kratos. Ah,
Donc, elle s'appelle Angre Boda dans le jeu. Et donc, l'actrice, voilà, c'est une jeune femme adorable qui a reçu des prix au BAFTA Awards l'année dernière, il me semble. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous, il y a des personnes comme ça, des voice acteurs et actrices qui vous ont marqué, qui vraiment incarnent pour vous le visage d'un jeu, on va dire. Et dernier exemple, j'ai aussi donc l'actrice qui joue le rôle de Frey Holland, donc dans Forspoken. Bon, moi, je vous cite des exemples de femmes noires, de femmes racisées, parce que le sujet m'intéresse. Donc, forcément, ça me vient en tête. Mais on me cite, oui, Thanos dans God of War. C'est vraiment l'erreur du jour. Thanos, si tu nous Dites-nous si entends, vous voulez un n'hésite pas à crossover, prendre ta place Thanos dans et, God of War, quoi. Après, je vois une petite ressemblance, mais bon, passons. Revenons sur le sujet. C'est vrai qu'on ne parle pas assez, je trouve, des moyens déjà de se protéger, tu vois, en studio, par exemple, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo, du côté des éditeurs. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être mis en place justement pour protéger les personnes qui sont à même, qui pourraient être à même en fait à subir ce harcèlement-là. Toi qui l'as vécu de plein fouet, Marion, qu'est-ce que tu aurais souhaité en fait qu'il fasse pour te protéger, en tout cas pour mieux te prendre en charge? Alors, je pense que tu voulais dire Pauline. Ouais, je sais pas. Oui, c'est ce J'ai que dit, j'allais dire. j'ai dit Marion, Plutôt pardon. Pauline. Pauline, c'est à toi que je parlais. Je te regardais dans l'écran, mais ça y est. En fait, j'ai la sensation, en tout cas, que les éditeurs se dédouanent beaucoup, tu vois, en disant on prend des freelances comme ça, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Ça, déjà, c'est pas OK. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience que si on participe à la création des jeux ou au fait que leurs jeux existent et qui nous emploient parce qu'on est compétente et qu'on représente quelque chose qui a fait que ils ont accepté de travailler avec nous, il faut aussi nous protéger et qu'il va falloir arrêter de minimiser. On en avait déjà parlé lorsqu'on s'était déjà rencontrés, Jen, mais effectivement, ils ne se rendent pas compte qu'un CM va voir des gens complètement désespérés qui vont venir parler en DM sur le compte Twitter d'un éditeur parce qu'à ce moment-là, il a juste personne à qui parler et il y a un humain derrière qui réceptionne ce message. Ouais. Moi, j'ai eu affaire à des joueurs qui étaient aussi désespérés. Tu vois, c'est-à-dire qu'humainement, on gère déjà des personnes qui ne sont pas tout le temps au meilleur de leur forme ou saines d'esprit. Sauf qu'en fait, quand on doit tanker tout ça et on n'a aucun espace, tu vois, pour libérer cette parole-là et juste dire des fois, bah oui, cette semaine a été compliquée. J'ai eu affaire à des joueurs qui n'étaient pas les plus simples à gérer ou des prestataires aussi qui n'étaient pas les plus simples à gérer. Moi, j'estime que, en tout cas, à la période où j'ai travaillé, avant que je commence mon emploi, j'ai croisé des femmes qui partaient de chez Ubisoft, mais elles allaient partir 2 semaines après que j'arrive, et qui m'ont dit franchement bon courage, nous on lâche l'éponge. Au moment où ils m'ont remplacée, où ils ont mis un homme à ma place, il n'y avait plus aucune femme dans le service. J'ai envie de leur dire, là, posez-vous les bonnes questions en tant qu'employeur, même si vous bossez pas dans l'e-sport. Quand vous avez un service qui est complètement vidé des personnalités féminines, alors que vos joueurs sont à 50% des femmes, parce qu'il y a ça aussi qu'on n'a pas dit depuis le début. Mais dans le jeu vidéo, 50% des joueurs sont des joueuses. Donc, comment se fait-il que dans les entreprises du jeu vidéo, on ne se retrouve pas avec un staff qui est en parité ou en tout cas qui s'y rapproche parce qu'effectivement, dans la représentation, c'est extrêmement important. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, moi, j'avais pris parti à compétences égales. Si je peux prendre quelqu'un qui est un genre marginalisé ou une femme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, effectivement, je prenais le parti de prendre quelqu'un qui d'habitude ne travaillait pas sur cette scène parce que justement, il n'y avait pas de femmes ou je pense aussi à mon observateur qui était afrodescendant. Ça faisait 7 ans qu'il travaillait dans le milieu, il n'avait jamais été payé, on le prenait que pour l'associatif. En fait, juste essayer un petit peu d'ouvrir vos esprits et de se dire en tant que studio, au lieu de marquer, parce qu'ils ont aussi ce truc-là de marquer l'étiquette, notre scène est inclusive, la diversité et l'inclusion, ça nous parle, et ainsi C'est de notre suite. priorité. Et entre autres, voilà. Et l'année où moi j'ai été agressée à la Paris Games Week, la scène était prioritairement inclusive d'Ubisoft, et ça me faisait rire parce que l'animateur, très gentil, Mémez, disait mais moi il n'y a pas de souci, je fais monter autant d'hommes que de femmes, quel que soit leur genre, et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, les habitudes ont fait, tu vois, qu'ils se retrouvaient des fois à faire monter 80% d'hommes,
alors qu'on sait tous que Mémez est ultra inclusif. Mais comme il disait, je m'en rends pas compte parce que c'est par habitude et absolument personne d'Ubisoft est venu lui dire, gars, attention, ça fait un moment, tu vois, là que t'invites que des hommes. Il a fallu que j'intervienne pour lui dire, gars, je sais que t'es ok là-dessus et que t'es safe, mais tu te rends pas compte que depuis tout à l'heure, il y a plein de joueuses qui ont envie de monter, essaye d'équilibrer un petit peu. Il m'a dit, ah ouais, pas de problème. Tu vois, des fois, c'est des petites choses. Ouais. Juste être vigilant à appliquer les choses et pas juste mettre une étiquette pour dire, vous avez vu, on a dit, hein, nous on est inclusif, et ne mettre aucune femme sur scène, n'inviter aucune joueuse. Et puis, il y a un effet que peut-être tu pourras partager aussi, où ils font beaucoup de choses avec des associations comme les nôtres, Women in Games, Afro Gamers, où il y a des masterclass qui sont proposés par les éditeurs, et j'ai l'impression que par moments, c'est un peu du pinkwashing. Faire croire qu'on est très inclusif. Regardez, on a aidé telle association qui est très engagée sur cette cause-là. On leur a fourni du personnel, un lieu ou des fonds pour faire leur action. Bon, bah, à un moment donné, les gars, ça se voit et ça commence à être gros. Quand dans vos services, il y a toutes les femmes qui se barrent et qui se retrouvent justement dans ces associations, bah, c'est plus trop crédible. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas de honte à dire, bah oui, je comprends pas ce qu'Ubi fait en ce moment, parce que les 3/4 des nanas qui étaient chez Ubisoft du côté de Rainbow Six en France se sont barrées, que les gens de chez Webedia qui bossaient avec eux ont aussi retiré les femmes parce qu'elles ont eu les mêmes soucis qu'avec moi, et on fait genre que tout va bien parce que quelques fois dans l'année, on aide Afro Gamers ou Women in Games. Non, tout ne va pas bien. Et non, on va pas se taire. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est le silence qui prime. Je pense qu'à l'heure actuelle, les éditeurs n'ont rien à gagner à se saisir de ce souci-là. Je pense que le jour où toutes les femmes silencieuses commenceront à parler et à prendre la parole en disant voilà ce qui se passe, voilà la réalité de notre quotidien quand on travaille avec tel éditeur ou telle personne, comme ça s'est passé, tu sais, avec Blizzard, fut un temps, là. La voix est montée et c'est devenu tellement grand, les femmes se sont tellement mises à parler que Blizzard n'a pas eu d'autre choix que de se saisir de la question parce que ça devenait trop gros, quoi. Tu pouvais pas juste nous mettre une personnage féminine en disant ouais, ça nous parle, c'est plus crédible, les gars. Et je pense que là, on va arriver dans les prochaines années à ce tournant-là, nous en France, où on peut plus se taire. Et comme tu dis, en fait, moi, on m'a déjà assez cyberharcelé, vous pouvez continuer, c'est bon, j'ai tout vécu. Je vais plus me taire maintenant, c'est fini. C'est clair. Je vais tous vous exposer les uns après les autres, jusqu'à ce que justement, comme tu dis, il y ait quelque chose qui bouge, parce qu'à l'heure actuelle, on m'a présenté le service diversité et inclusion qui n'ont absolument rien fait Ouais, c'est sur ces surtout sujets-là. beaucoup de façades, pas mal de parlottes, un peu d'argent dépensé, mais dans les faits, quand vous avez justement accès à ces assos, ces collectifs pour faire des choses vraiment concrètes et aussi les payer des experts pour aider et puis faire des choses concrètes, il n'y a pas grand monde, quoi. Je te pose la question aussi à toi, Marion. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est justement le sujet de la protection et du cyberharcèlement des personnes qui travaillent dans le domaine, c'est un sujet qui est pris au sérieux? Est-ce que toi, tu as déjà vu des mesures qui ont été mises en place? Alors, pas de mémoire, en tout cas pas quelque chose qui a été mis en place en grande pompe, c'est-à-dire vraiment on annonce qu'on va faire, qu'on va mettre en place tel ou tel processus pour protéger les employés, etc. C'est plus des choses qui sont faites en interne, où on a des managers qui vont nous donner des conseils sur comment gérer notre présence en ligne, etc. Ou alors des choses qu'on va mettre en place de nous-mêmes, en fait. Et c'est un peu le problème, c'est que c'est un peu à nous de trouver des solutions pour nous protéger. Toujours aux victimes de se protéger, comme d'habitude. Exactement. Et comme on le disait, ce qui est frustrant, c'est que, en fait, oui, on peut choisir d'avoir des comptes privés, on peut choisir de ne jamais parler du fait qu'on bosse sur tel ou tel jeu, mais déjà, on a le droit d'en être fier et on peut avoir envie d'en parler, tout comme on peut juste vouloir être présent sur les réseaux sociaux sans devoir se poser des questions de est-ce qu'on va se faire harceler, etc. Le gros souci qu'il y a, c'est que très souvent, les minorités toxiques sont les plus vocales. C'est aussi pour ça que malheureusement, dès qu'il y en a un ou deux qui commencent, on subit des vagues de harcèlement parce que les gens suivent. Alors, ça fonctionne aussi dans les deux sens, dans le sens où une fois que quelqu'un commence à libérer la parole, on a aussi d'autres gens qui suivent, mais le problème c'est que c'est plus souvent dans un sens que dans l'autre. Et puis souvent, nous, je sais qu'on nous a conseillé de pas transformer nos comptes perso en comptes professionnels, de pas trop parler de ce sur quoi on bosse. Je comprends dans une certaine mesure, mais en même temps, encore une fois, on a le droit de vouloir parler de ce qu'on fait dans notre vie professionnelle, quoi. Surtout en étant sur les réseaux toute la journée, c'est un peu compliqué parfois de séparer les deux. Exactement.
Puis quand tu Et dis de même, aux même juste gens, prendre du recul. Hein. ouais, oui, clairement. Même, on le voit déjà hein, dans la vraie vie, au-delà des réseaux sociaux, quand tu dis aux gens que tu bosses sur un certain jeu, par exemple, bah, tu sais qu'on va te poser plein de questions derrière, ou en tout cas, on va te Ouais. dire, ah, toi, tu es la personne à qui je dois m'adresser parce que, ah, bah tiens, telle marque, telle entreprise, tel studio, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, vous devriez faire ci dans votre jeu, et ils commencent à te prendre un peu pour le service client et à te Ouais, faire c'est tous ça. Ah ces oui, complètement. retours-là. Complètement. C'est Tu ça. vas poster une photo de ton chat innocemment sur ton compte Twitter et on va te dire fixe your game. Ouais, Oui, mais c'est écoute, moi je suis incroyable. community C'est ça. manager, je vais pas réparer grand chose en fait si tu veux. Donc laisse-moi poster des photos de mon chat et voilà, va râler ailleurs. Ouais, c'est Et assez dingue. puis surtout, c'est le fait aussi d'être en première ligne quand on est le Ouais. visage d'un jeu, peu importe que ce soit community management ou autre, où effectivement bah, ils vont identifier une personne exactement comme on le disait tout à l'heure avec Pauline, et ça va être un peu la porte ouverte à ok, on peut parler à cette personne parce qu'on sait que cette personne elle bosse sur ce truc-là. Mm. On s'en fiche un peu de où elle est dans l'organigramme, à quel poste et quel truc. Juste on sait que tu es sur ce jeu, donc c'est vers toi qu'on va aller râler. Et c'est compliqué, bah, comme je disais, de prendre du recul parce que les réseaux sociaux, on s'en sert aussi beaucoup hors de nos temps de travail, je pense. Et c'est difficile de se dire, ok, je me laisse pas affecter par ça une fois que mes heures de travail sont finies. Quoi. Clairement, on sait tous que le travail nous suit même au-delà des heures de travail. Ouais. Malheureusement, c'est le jeu et c'est comme ça, quoi. Ben, Après, si je peux justement, rajouter en tant ouais, que freelance, peut-être pour se protéger, moi maintenant, ce que j'ai mis en place, c'est que je parle des projets sur lesquels j'ai travaillé une fois qu'ils sont finis. Comme ça, le temps que je travaille dessus, je peux travailler tranquillement. Et après, tu vois, je fais des posts en disant, tiens, je suis très contente, on a mis telle campagne, ou j'ai fait tel jeu, ou tel truc, Ouais. ou tel machin. Et comme ça, bah, vas-y, envoie des dossiers à l'employeur ou va me bâcher sur les réseaux sociaux, c'est fini, tu vois, le contrat, il est terminé. Tu peux plus m'atteindre, en tout cas, dans mon travail au quotidien. mhm, Donc, c'est la chose que je conseillerais aux freelances, c'est effectivement pouvoir communiquer sur ce que tu as fait en tant que euh, sur quoi tu as travaillé ou voilà, mais une fois que c'est un peu terminé, si jamais tu veux esquiver ouais. C'est une bonne idée. ton Ouais, clairement, clairement. Moi, je me rappelle que là, ça fait quasiment un an que j'ai quitté Ubisoft, mais je me rappelle que au bout d'un moment, j'en pouvais vraiment plus parce que j'utilisais donc énormément les réseaux sociaux aussi dans mon travail et en dehors. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va vraiment au-delà parce qu'une partie de ton job, quand tu travailles dans ce domaine-là, c'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux, Ben même oui. en dehors, en fait, de faire de la veille. Tout le temps, finalement, tu es en train de bosser et j'ai dû vraiment faire des espèces de cures de désintoxication en dehors des réseaux sociaux et ça devenait vraiment horrible. Est-ce que ça, c'est des conseils que tu donnerais justement, toi, Kumba, aux personnes qui travaillent dans le domaine, qui sont dans le domaine du jeu vidéo, qui malheureusement peuvent se faire harceler, pour se protéger en fait? C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour conclure sur le sujet? Ben, moi, comme d'habitude, c'est veiller à essayer de protéger ses données personnelles, même si ça a l'air logique, c'est toujours quelque chose à faire. Il y a le conseil de Pauline aussi qui était très bien parce que même pour les autres cas de cyberviolence, d'harcèlement, de stalking, etc., on conseille aux personnes, par exemple, quand elles veulent partager leur adresse, elles sont au resto, elles veulent montrer où elles sont, de le faire après qu'elles soient parties. C'est une très bonne manière de se protéger, de créer une sorte de délai pour essayer que ce soit un peu moins simultané et ça permet de se protéger. Et là, ce serait plus du côté des employeurs, ce serait essayer de diminuer la charge mentale des personnes qui risquent de se faire harceler. Tu t'expliquais que dans les DM, tu pouvais recevoir plein de messages qui étaient pas forcément de l'harcèlement, mais il y avait une grande charge mentale des personnes qui voulaient communiquer, qui se livraient. Donc, ce serait bien d'avoir un accompagnement psychologique pour les personnes qui sont community managers parce qu'elles reçoivent beaucoup de messages et elles ont beaucoup de flux. Et aussi faire des sanctions publiques pour que les personnes sachent que ces actes sont condamnés par les employeurs et que la personne n'est pas toute seule. Parce que les utilisateurs en ont conscience, ils savent qui attaquer et qui ne pas attaquer. S'il y a des conséquences, ils ne vont pas le faire. Enfin, ils vont moins le faire, plutôt. Ouais, je pense que Oui, ce truc de donner un exemple, en tout cas, montrer concrètement aussi qu'il y a de véritables sanctions quand on fait ça, c'est important parce qu'on se balade sous les posts réseaux sociaux de certains studios et éditeurs. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de personnes qui sont aussi hyper exigeantes. Et moi, je pense que j'espère bientôt en faire, j'ai envie de faire un article sur ce sujet-là spécifiquement, de à quel point est-ce que certains gamers
pensent que les devs sont à leur service, réclament et exigent beaucoup. Ok, certes, on dépense de l'argent, mais il y a des manières aussi, je sais pas, de s'adresser aux gens. Enfin, j'ai vraiment envie de me pencher sur le sujet. Je t'ai coupé, tu voulais dire un truc? Oui, non, j'allais dire, c'est vrai qu'en fait, dans certaines boîtes, on peut aussi reporter ce genre de choses, mais malheureusement, c'est pris au sérieux que dans des cas extrêmes, c'est-à-dire vraiment, comme je disais, des menaces de mort, des choses comme ça. Donc ce serait bien que les plaintes soient prises en compte bien avant ça. Ouais. Et il y a aussi le fait que un accompagnement psychologique, je trouve que c'est une super idée, et aussi déjà une formation pour des gens qui sont pas forcément community managers ou qui ont pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui sont quand même des personnes relativement publiques, parce que mine de rien, on n'a pas tous la même sensibilité aux réseaux sociaux, on n'a pas tous le même recul et tout ça, et que ce soit un peu moins à la charge de ces personnes-là de devoir se protéger, et que ce soit un peu plus les boîtes qui protègent, parce que par exemple, moi on m'a déjà dit, écoute, on te met sur un projet, par contre il y a une communauté assez toxique, et la personne qui était à ce poste-là avant toi s'est fait doxer, donc peut-être n'en parle pas trop, ne dis pas que t'es dessus. Putain, mais attendez, je suis une maman célibataire à l'étranger, toute seule, ma famille est à l'autre bout du monde, et vous dites on va la mettre elle dessus, c'est une super idée. Ils m'ont dit oui, mais t'es pas obligé d'en parler. J'ai dit non, mais je suis d'accord, mais sur le principe, pourquoi vous mettez pas quelqu'un d'autre déjà, et de deux, pourquoi est-ce que vous me dites ça comme si c'était normal? Juste n'en parle pas, et puis voilà, et puis écoute, ça c'est un truc qui s'est passé. Absolument pas normal. Mais non, en fait. moi ça me fait flipper. Enfin voilà, je leur ai dit, moi je trouve que c'est absolument flippant de se dire potentiellement un jour on va sonner chez moi parce que je sais pas, quelqu'un aura pas aimé une update dans un jeu, un perso, un truc comme ça. Moi j'y suis pour rien, mais ça se trouve un jour on va sonner en me disant j'ai trouvé ton adresse. Oui. J'ai l'impression que en fait, en étant toutes pour le coup là, des femmes, et même pour la plupart des gens qui sont sur l'événement et qui se mettent en avant comme ça, on risque tous en fait et toutes de se prendre ces vagues de harcèlement. Moi, c'est des choses qui, surtout depuis que j'ai commencé à essayer de développer un petit peu mes réseaux sociaux, je vois bien que ça dérange, et je vois bien qu'il y a des personnes qui s'organisent aussi pour silencier concrètement. Juste pour conclure, on a donc Sarah qui est en régime et qui est venue en renfort pour aider sur la com de Furax, qui nous a aussi donné quelques outils. Donc, elle nous donne des conseils pour manager une équipe de CM. Alors, il y a le DMCA Takedown. Donc, ce sont des outils qu'elle nous donne ici. DMCA Takedown, c'est pour retirer ses photos ou des montages faits sur soi. Ah, bah voilà, si tu veux venir nous dire quelques mots, viens, elle est là, she's with us. Hello, Sarah. Et salut, Sarah. Salut. Désolée, je ne pensais pas du tout passer. Bienvenue. Donc, je suis avec mon super hoodie Naruto. Let's go. J'ai dormi 3 heures. Oui, alors du coup, moi, j'ai été CM aussi, comme dev, et j'ai managé une équipe social media CM, jeux vidéo à Focus Entertainment. J'étais à Ubisoft avant, et plutôt côté indé chez Triben. Et effectivement, vous avez raison, de manière assez claire dans la structure d'un studio ou même d'un éditeur de jeux vidéo, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est mis en place, même en amont que le CM arrive, pour qu'on le prépare. Pour qu'on dise, voici ta place. Si ça arrive, fais attention. Si ça vient vers nous, c'est pas quelque chose qui se fait. C'est quelque chose que certains managers essaient de faire. J'ai essayé de faire. Et du coup, oui, je t'ai envoyé quelques outils qui pourraient être intéressants pour les CM ou même pour les personnes qui sont sur Internet en général, pour se protéger quand des choses arrivent. Parce que malheureusement, les choses arrivent souvent. On le sait malheureusement. Parle-nous de ces outils. Mais oui, mais bien sûr. Donc, je vais sortir mon super portable. Alors, on a le DMCA Takedown. Donc ça, c'est quelque chose qui est très américain, mais vu que les CM souvent travaillent à l'international, oui, on fait des lives sur Twitch en anglais, en français, dans toutes les langues qu'on peut parler, si ça peut aider le studio. Et ça, c'est pour retirer tout ce qui est photo et montage. C'est-à-dire que ça arrive, moi ça m'est arrivé, qu'on prenne mon visage et qu'on le mette dans un autre contexte que je n'ai pas apprécié. Dans ce cas-là, le DMCA Takedown, ça va vous aider à signaler que c'est pas vous qui avez posté ça, ce n'est pas vous l'origine, et que c'est une usurpation d'identité. Donc ça, très intéressant pour tout ce qui est droit à l'image. Vous avez aussi celui...
Attendez, on nous dit Let's que la go. cagnotte est à 90 119, ma voix qui casse. 80, c'est quoi, Génial. 53, 83, let's go. GG, merci les gens, c'est parfait, continuez, n'arrêtez surtout pas, c'est ce qu'on veut. Bon, du coup, on retourne sur le sujet un peu, un peu tendu. Grave. Vous avez également un outil qui s'appelle Block Party. Donc, Block Party, Party. ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes un CM et tout d'un coup vous prenez un rush, imaginons sur Twitter, de personnes un peu agressives, vous pouvez dire à vos potes littéralement, ok, ce week-end j'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie de m'en occuper. Est-ce que toi, vu que c'est pas de toi qu'on parle, est-ce que potentiellement tu peux regarder et juste les masquer pour moi? Et du coup, votre pote va être, bon bah bien sûr, si c'est une bonne personne. Et ça va vous permettre d'éviter tout contact avec le contenu qui est toxique. Super ça, Ouais, c'est très vraiment intéressant. pas mal. c'est aussi bon quand vous êtes dans une équipe de juste dire à votre collègue, J'en peux plus. je suis pas Help. payé, je suis pas payé pour souffrir. Hein. C'est C'est bon. On n'est pas fait pour ça à la base. Non mais c'est vrai. On a également Redact Dev, qui est un outil qui va vous permettre de voir tout votre historique sur les réseaux sociaux, y compris Discord, tous les messages que vous avez postés, ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez liké, et de les trier. Donc s'il y a des trucs qui datent de 2016, quand vous étiez dans votre période Problématique. Spice Girl, problématique, oui. Et ben vous pouvez aller nettoyer ça, vous dire putain, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais con, et enlever tout ce qui est contenu un peu chaud, ou même des choses que par exemple vous avez postées quand vous aviez 15 ans Oui. à une soirée. Bon, pas ouf. Bon, il y a des dossiers, il y a des Ouais, dossiers si y a on des va dossiers, regarder. Et vous avez également un site de ressources qui est en anglais qui s'appelle Crash Overdrive, qui là va vous permettre d'avoir à peu près tous les outils pour ce qui est du doxing, pour vous aider à vous protéger. Je sais qu'on est pas mal à avoir été doxé, ce qui a été mon cas aussi, sur un jeu qui était ok, sur un jeu qui s'appelait SnowRunner, qui était très cool, que j'aime beaucoup. Mais ça pouvait être compliqué de savoir que quelqu'un avait mon adresse. Donc, je vous conseille d'aller sur Crash Overdrive. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est d'en parler à vos managers, d'en parler aux personnes qui sont au-dessus de vous. Et si ces personnes ne réagissent pas, sachez que ce n'est pas de votre faute. Et que c'est de la leur, que c'est quelque chose... Ça prouve qu'il y a un manque de structure, qu'il y a un problème dans la hiérarchie. Et aussi, ça prouve que... personne n'a pensé au CM. Exactement. Ouais. Que vous êtes dévalorisé en fait et que vous n'êtes pas assez suffisamment considéré dans l'entreprise où vous êtes. Merci Et si je beaucoup. peux ajouter juste un outil pour les freelances, parce qu'on n'a pas toutes des managers pour nous aider. Il y a le syndicat du jeu vidéo, le SNJV. Bien qui est sûr. là. Moi, en tout cas, c'est eux qui Le m'ont accompagnée STJV, et tu veux aidée. dire. Pardon. Le STJV, oui. Attention. Donc voilà, ce syndicat-là, vous pouvez les contacter même quand on est freelance, parce que par moment, quand on a une vague de haine, on a l'impression que c'est insurmontable parce que c'est une vague de pseudos. On va pas se retrouver au commissariat en disant tous ces pseudos-là, Marcel et Pharos, c'est pas toujours adapté à la situation. Sachez que la justice est avec nous et c'est juste qu'on n'a pas encore le réflexe, qu'on soit CM, freelance ou même si on est dans une entreprise, de saisir la justice, mais tout ça, c'est pas OK. La justice est de notre côté et quand on porte plainte et qu'on amène ça devant les tribunaux, on en parle très peu. Faudrait peut-être faire une autre émission là-dessus, mais il y a eu des condamnations et je pense que Marion, elle en a vu justement sur la personne qui a SWAT Ubisoft, entre autres. Ouais. Il a été condamné à plusieurs reprises parce qu'il a mis du temps à s'arrêter, celui-là. Mais il a eu des condamnations et oui, quand on va en justice, en fait, ces actes-là sont condamnés, donc n'hésitez pas. Ça nous paraît très compliqué. Il faut aller faire les procédures et aller jusqu'au bout. C'est ça, c'est complètement ça. Et on n'oublie pas qu'il y a des personnes qui sont sanctionnées véritablement par la loi. Ouais. En effet, un gros shout-out à ma gossure, Rokhaya Diallo, qui a été la première femme en France à avoir lancé des procédures contre le cyberharcèlement qu'elle a vécu et qu'elle vit toujours en masse et qui a gagné à plusieurs reprises. On va devoir s'arrêter là parce qu'on n'a plus le temps. Je suis désolée. Mais
N'hésitez pas à aller suivre aussi les comptes de féministes contre le cyberharcèlement qui donnent beaucoup de ressources sur le sujet. On va également ajouter dans le chat tout ce que tu nous as donné comme outils pour que vous les ayez. D'ailleurs, ils ne sont pas uniquement disponibles pour les CM, c'est vraiment toutes les personnes de manière générale qui ont envie de se protéger de ces méfaits-là sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages, Pauline et Marion. Merci, Kumba, de nous avoir accompagnés pour nous donner aussi plus d'éclairage sur le sujet. Et également, Sarah, qui est venue en renfort, en passage avec ses super outils. Non, mais c'est important, c'est grave important. Et je trouve, tu vois, qu'on ne donne pas suffisamment aussi la parole aux CM eux-mêmes en dehors, tu vois, de leur taf dans le jeu vidéo. Donc, je suis contente quand on peut voir les visages des gens qui travaillent dans le domaine. 90 000 €, c'est parfait. Merci beaucoup pour vos dons. C'est génial. N'arrêtez pas, continue. Et si la régie me dit que c'est bon, bah nous, on va faire une petite pause avant d'enchaîner. On est merci, bon. Jen. À bientôt tout le monde. Merci Donc on se tout le dit monde. à tout de bientôt. suite sur Furax. Bougez pas.